Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis April, je suis autiste. Vous êtes ici sur une chaîne qui parle d'autisme. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de témoigner et de sensibiliser le plus grand nombre à l'autisme. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente des précédentes où je vais évoquer la neurodiversité chez les super-héros. Ça fait quelques temps déjà que j'ai remarqué que j'ai un peu fait des liens entre les super-héros et ce qu'on pourrait appeler les fonctionnements atypiques, c'est-à-dire les autistes, mais aussi les TDAH, et puis je vais aussi inclure les HPI. Alors pourquoi je fais ce lien-là? Ça ne veut pas dire que j'associe l'autisme à un super pouvoir, ce qui serait une façon élitiste et validiste de parler de notre différence. Comme si on était des êtres supérieurs avec des dons et des facultés exceptionnelles. Et ça, vous savez que c'est un cliché et que ça dessert même notre cause. Non, moi je vois plutôt les super-héros comme une façon, en fait, comment est-ce qu'on construit des représentations de soi à travers la culture et comment on fait quand on a si peu de modèles autistes dans la culture, en tout cas officiellement autistes. Et que les modèles qu'on nous propose d'autisme, parfois d'autistes, ne sont pas représentatifs de ce que l'on ressent, de ce que l'on traverse. Ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir d'autres modèles avec qui on partage peut-être une souffrance, un sentiment d'exclusion, comme avec justement les super-héros. Les super-héros, en fait, ce serait une forme de modèle qui permettent une identification. Et moi, je me suis souvent identifiée à des personnes très différentes, mais qui avaient des points communs avec moi, notamment la solitude et le sentiment d'exclusion. Donc là, je parle des super-héros, mais en fait, j'ai plein de références dans ma tête de personnages de livres et de films, avec le côté un peu exclu, rejeté, et qui en réalité se révèle être quelqu'un qui est différent en fait, hein. Et le super pouvoir, c'est aussi une façon d'être différent. Non pas une façon d'être au-dessus du lot, hein. Je préfère le préciser à nouveau. Donc je préfère aussi préciser que concernant les super-héros, moi je ne suis pas du tout spécialiste. Je ne les connais pas très bien en réalité parce que je n'ai pas lu les BD. Je connais les super-héros que à travers les films du cinéma que j'ai pu voir ces 10-15 dernières années. Et ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est pas le super-héros, c'est plutôt l'idée du super-héros, le symbole du super-héros, et ce qu'on peut projeter de sa vie sur le super-héros. Comment on analyse la figure de super-héros dans la société. Alors, je vais faire une première distinction entre les super-héros au pouvoir dit naturel, c'est-à-dire qui sont nés avec des pouvoirs ou qui ont acquis ces pouvoirs suite à un événement, et les super-héros qui n'ont aucun pouvoir naturel, mais qui ont acquis un super pouvoir parce que ils ont construit des machines, parce que ils sont forts dans tout ce qui est les nouvelles technologies. Et donc, ils ont acquis une technologie supérieure qui leur donne du coup le même statut que celui d'un super-héros. Et cette différence, elle s'exprime très bien entre les deux super-héros les plus connus qui sont Batman vs Superman. Il représente très bien pour moi la différence entre autiste et HPI. Batman serait HPI, Superman serait autiste. Superman, il vient d'une autre planète. Il n'est pas adapté à la planète Terre. Il a des pouvoirs exceptionnels, mais qu'il doit dissimuler aux autres. Donc il se cache aux yeux des autres. Il se dissimule derrière une double identité, celle du personnage de Clark Kent, un modeste journaliste qui vit à New York. Superman, il a aussi une faille, la kryptonite, donc il n'est pas non plus invulnérable. Et cette faille, c'est un peu ce qui le rend humain en quelque sorte et ce qui attire aussi ses ennemis. Superman, il est intéressant parce qu'en fait, il est calqué sur le modèle des héros grecs. Plusieurs héros, je pense à plusieurs héros. Le premier, ce serait Hercule, le fils de Zeus, envoyé sur Terre pour sa protection et qui doit aussi, comme Superman, faire l'apprentissage de son pouvoir. Il est aussi, du coup, élevé par une autre famille que la famille naturelle. Et je pense aussi à un deuxième héros, c'est Achille, le valeureux guerrier de la guerre de Troie, considéré comme invincible, mais qui a un point faible lui aussi, celui de son talon. Donc, d'où le fameux talon d'Achille.
À côté de ça, on a le super-héros Batman, qui lui est un humain, donc c'est un riche héritier de la ville de Gotham. Il a aussi une double identité comme Superman, celle de Bruce Wayne, puisque lui aussi, il doit dissimuler ce qu'il fait, il doit cacher son identité, protéger son pouvoir. Et donc son pouvoir, en fait, lui, ça lui vient principalement de son équipement. Je pense surtout à la Batmobile, entre autres, et de sa force physique. Mais il n'a pas de pouvoir dit surnaturel ou magique. Alors le point commun entre les deux, c'est qu'ils ont tous les deux une double identité, et donc ils expérimentent tous les deux une certaine solitude et un sentiment d'exclusion. Ils ne peuvent pas révéler véritablement qui ils sont, car sinon cela les mettrait en danger et ils seraient obligés donc ils sont obligés de masquer cette identité, notamment auprès de leurs ennemis. Ils ont aussi tous les deux un costume reconnaissable avec la fameuse cape. Bon, j'avoue que le costume de Superman, il est un peu kitsch. Le costume de Batman est plus soft. Et ils défendent des valeurs communes, très important ça, avec une haute idée de la justice. D'ailleurs, se sont considérés comme des justiciers, comme des protecteurs, d'un côté de la ville de New York, de l'autre de la ville de Gotham. Et ils sont aussi tous les deux orphelins, donc avec peut-être cette même idée de revanche sur les souffrances du passé. La différence, c'est que Batman, lui, eh bien, comme il est HPI, il a déjà tous les codes de la société, alors que Superman, non. Batman, il fait d'ailleurs partie d'une classe sociale privilégiée, donc il fréquente les grands de ce monde, il connaît le jeu des mondanités, et comme il est riche et qu'il a ce statut privilégié dans la société, eh bien, il se sert de son argent pour se perfectionner d'un côté en tant que super-héros, mais aussi pour œuvrer pour plus de justice sociale à travers notamment la fondation Wayne. Donc en fait, son argent lui permet aussi d'agir en protecteur de la ville de manière officielle et de manière officieuse. Donc il combat les injustices à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Superman, lui, il n'a pas du tout accès aux mondanités, à tout ce monde-là. Il n'a pas les codes, puisqu'il vient d'une autre planète. Et donc, il doit tout apprendre déjà par lui-même, découvrir comment gérer ses pouvoirs seul. Il n'y a pas de référence extérieure. Et en plus, il doit travailler dur pour arriver à ses fins, donc pour s'intégrer, etc. Donc, il arrive à New York sans contact. Il devient journaliste, mais il n'a pas non plus un statut privilégié, il me semble. Et il ne peut pas donc se reposer sur le prestige de son nom, à l'inverse de Batman. Donc je dirais que pour Superman, il y a plus de galères que pour Batman, parce qu'en plus du camouflage lié à son super pouvoir, il y a un gros processus d'adaptation derrière pour lui qu'il doit mettre en place, voire de suradaptation. Et c'est beaucoup plus coûteux pour lui que pour Batman. Donc Batman serait HPI dans le sens où il est neurotypique, mais il a une intelligence supérieure à la moyenne qui lui permet d'avoir accès à son super pouvoir, de développer ces technologies qui lui donnent cette force aussi face à ses ennemis. Et Batman, on peut l'associer par exemple à un autre super-héros qui serait Iron Man. Qui lui aussi d'ailleurs est très riche, il est très intelligent, il crée lui-même ses machines, il connaît les codes de la mondanité, on le voit d'ailleurs dans les films, tous les deux sont célèbres en fait aussi, hein. Donc il y a aussi la relation avec les journalistes. On voit très bien d'ailleurs le côté mondain et issu de la haute société dans les films de cinéma, et le côté un peu fantasque concernant Iron Man, qui a aussi donc la double identité de Tony Stark, à la différence de Batman qui lui est beaucoup plus discret, sombre, voire taciturne. D'ailleurs ça lui vient de son nom qui s'associe à la chauve-souris. Donc Superman lui il serait autiste dans le sens où il est en dehors de la norme, donc il est neuroatypique. Et moi par exemple si je devais faire un lien avec d'autres super-héros, bah, je l'associerais aux X-Men. Donc les X-Men qui sont des mutants, mais qui sont aussi considérés comme des super-héros parce que ce sont des justiciers, ils œuvrent pour le bien et ils utilisent leur super-pouvoir en ce sens. Les X-Men d'ailleurs, moi c'est vraiment les super-héros qui m'ont toujours parlé quand j'étais petite, parce qu'il y avait les dessins animés qui passaient à la télévision, et donc en quelque sorte je m'identifiais à eux, j'aimais beaucoup les X-Men, alors que par exemple il y avait aussi les dessins animés sur Batman et j'aimais pas du tout. Batman me faisait peur, je trouvais trop sombre.
Et ce que j'adorais chez les X-Men, en fait, en particulier, c'était cette idée d'école des X-Men. Une école des super-héros où on apprenait aux X-Men à canaliser leur pouvoir avec le fameux professeur. Et je dirais que dans le monde réel, ce serait un peu l'équivalent des écoles privées alternatives pour les enfants qui ne se sentent pas bien dans la norme, dans le système scolaire classique, ou qui veulent tenter autre chose en tout cas. Et d'ailleurs, à travers cette idée d'école, ça me permet d'aborder deux thèmes qu'on traverse tous en tant qu'autistes, c'est le rejet et l'apprentissage de nos particularités, ou comment mieux vivre avec ces particularités. Donc ce qui me touche vraiment chez les X-Men, c'est que ce sont des neuroatypiques, donc des gens qui sont nés avec ces particularités, et que la société a fini par rejeter, ne les a pas acceptés comme tels. Parfois, ce sont carrément leurs familles qui les ont rejetés, qui ont rejeté leurs propres enfants, et donc après ces enfants vont trouver refuge dans cette école, heureusement, ils vont être pris en charge, etc. Et ce que ça dit en fait de manière en apparence anodine, c'est l'échec de l'inclusion. C'est le refus de la société de s'adapter à des personnes différentes, de les comprendre. Les personnes différentes sont déshumanisées, la société les associe à des monstres parce qu'ils sont différents et va les rejeter. À travers l'école, pour super-héros, il y a aussi cette idée d'apprentissage qui est super importante pour les autistes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas dans cette école X-Men d'intégrer les codes de la société neurotypique pour être bien intégré. Il s'agit d'apprendre à se connaître soi, apprendre à vivre avec ses particularités, à les maîtriser, si on parle de super pouvoir, tout simplement pour être bien dans sa peau et heureux. Et ça, je trouve que c'est très parlant dans notre cas, c'est qu'en fait, on est autiste, mais on n'a pas le manuel d'utilisation. On doit apprendre les codes des autres pour survivre. On doit apprendre petit à petit quels sont nos besoins, comprendre tout seul qu'ils sont différents des autres. C'est très difficile de ne pas se faire happer par les autres, de ne pas se laisser influencer et de se dire que nos besoins ne sont pas légitimes et de ne pas se calquer sur ceux des autres. On le fait même instinctivement, je dirais. Donc on doit apprendre aussi à vraiment ressentir, à vraiment, une fois qu'on a ressenti, exprimer nos émotions. On doit apprendre à vivre avec nos particularités sensorielles, conscientiser qu'on a une façon différente de communiquer. Ça, c'est très difficile aussi sans avoir conscience qu'il existe des neurotypiques et des neuroatypiques. Et en plus des questions que tout le monde se pose dans une construction, dans une vie, qui sont qui suis-je et qu'est-ce que je veux faire. Les personnes neuroatypiques, elles se posent encore plus de questions, elles ont encore plus de chemin à faire que les autres. Et donc, dans la question des apprentissages, ce qui est compliqué pour les autistes, c'est qu'on leur apprend souvent à se conformer aux autres et non pas à comprendre et à respecter leur mode d'emploi intérieur. Et parfois, c'est un peu le biais qu'on peut trouver dans les groupes pour habileté sociale. Je ne dis pas que tous les groupes sont comme ça, mais parfois, dans certains groupes et dans certaines philosophies, on a un peu tendance à dire, par exemple, aux autistes qu'ils ont un manque de théorie de l'esprit, qu'ils manquent d'empathie, et donc on va travailler cette compétence. Ils doivent apprendre à se mettre à la place des autres, alors que ça va dans les deux sens. On devrait aussi d'ailleurs avoir des groupes d'habileté sociale pour les neurotypiques, pour qu'ils apprennent aussi à se mettre à la place des neuroatypiques, qu'ils comprennent comment on ressent, comment on pense, pour se mettre aussi à notre place et mieux vivre avec nous. Vous voyez, pour que ça aille dans les deux sens. Et donc, dans cette école, c'est ce qu'ils font pour X-Men. J'ai l'impression qu'ils apprennent à des super-héros adolescents, souvent qui arrivent, qui sont perdus. Déjà, ça leur donne une sorte de cadre, une famille, des références. Ils ont des gens avec qui ils ont un vécu commun. Et puis, ils apprennent à s'accepter, à accepter ce qu'ils sont et aussi à contrôler leur pouvoir qui parfois est un petit peu a du mal à être canalisé au début. Pour finir sur cette question des apprentissages, il y a un super-héros que j'aime beaucoup ici, c'est Spider-Man. Il est un peu différent des autres parce que lui aussi, on peut dire que c'est un super-héros qui a un pouvoir classique, mais sauf que en fait, il a obtenu son pouvoir sur le tard. Donc il n'est pas né naturellement avec ce pouvoir, mais il l'a acquis à l'adolescence en étant piqué par une araignée. Et donc là, je ne sais plus, est-ce qu'il est neuroatypique? Est-ce qu'il est neurotypique? Je ne sais pas. On va dire qu'il était neurotypique à la base et qu'il s'est transformé en neuroatypique, ce qui est complètement délirant, hein. Et d'ailleurs l'inverse aussi, on n'est pas neuroatypique pour ensuite être transformé en neurotypique, malgré les illusions de certaines associations et de certains groupes, c'est faux.
Et donc, lui aussi, il doit faire l'apprentissage de son pouvoir. Il doit apprendre à gérer, à canaliser son pouvoir. Et ça, on le voit très bien dans les films. C'est intéressant d'ailleurs. Comment il fait pour s'accrocher au mur, pour passer d'un bâtiment à l'autre, etc. Quelles incidences ça a sur son groupe d'amis, sur sa famille. Et il y a un autre super-héros, je crois, qui est comme ça aussi, qui a acquis son pouvoir sur le tard. C'est Ant-Man. Donc lui, en fait, son pouvoir, c'est d'être tout petit. Et lui aussi, je crois qu'il a acquis son pouvoir à l'âge adulte. Donc voilà, on pourrait faire une troisième catégorie. Et ce qui est intéressant chez Spider-Man, c'est aussi ce côté revanche sur la vie grâce à son super pouvoir, qui est un peu le fantasme ultime des personnes, surtout des adolescents en souffrance, qui sont mal dans leur peau, qui sont rejetés par les autres. Ce que moi j'appellerais un peu le syndrome Harry Potter, c'est-à-dire tu es maltraité toute ta vie par les autres et en fait tu te rends compte que tu as un destin exceptionnel, donc tu renverses totalement la donne, la chance tourne. Bon, c'est un petit peu un fantasme, en réalité je pense pas que c'est vraiment ce qu'on ressente quand on comprend qu'on est autiste, loin de là. Ou HPI, mais en tout cas, bon, c'est aussi très américain, je trouve, ce côté un peu le bouc émissaire qui au final devient un peu le modèle, le héros et tout. Mais bon, il y a aussi cette idée-là chez les super-héros, un petit peu de revanche, et peut-être que nous aussi, quand on comprend qu'on est différent, sans parler forcément de sentiment de supériorité, si par exemple on passe un test de QI et qu'on découvre qu'on est au QI, même si on aurait tendance à se le dire, mais je crois pas que ce soit la majorité d'entre nous, je crois que c'est surtout la reconnaissance de nos difficultés, la reconnaissance de c'est normal que tu aies ressenti ça, c'est ok que tu aies ressenti ça. Donc ça c'est hyper important pour nous, pour notre estime personnelle, et c'est pour ça que ça fait du bien en fait quand on identifie notre neuroatypie, voilà. Ce qui est intéressant aussi chez les super-héros, c'est l'idée de communauté, dont j'ai un petit peu parlé avec les X-Men, qui en fait traduirait un petit peu l'idée de la neurodiversité, donc des neuroatypiques qui se comprennent, qui ont une histoire commune, qui partagent des valeurs communes, qui vivent et travaillent ensemble, mais qui n'en restent pas moins des gens très différents, avec des pouvoirs très différents, si on parle des super-héros, et une vision du monde très différente. Et là, je pense à la fois aux X-Men, mais aussi par exemple aux Avengers. Dans les deux cas, il y a surtout l'idée d'associer ses forces pour combattre le mal. C'est pour ça qu'ils forment un peu cette alliance-là. Alors, chez les X-Men, c'est que des neuroatypiques. Chez les Avengers, il y a aussi ceux qu'on pourrait considérer comme des HPI, qui n'ont pas de pouvoir naturel, donc un mélange de HPI et de neuroatypiques. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, surtout, c'est l'idée que c'est pas parce qu'on est tous nés avec des particularités, une différence neuroatypique, qu'on a un vécu commun de rejet, d'exclusion, de violence, etc., qu'on se ressemble forcément et qu'on va forcément bien s'entendre. Et là, c'est intéressant parce qu'on le voit beaucoup dans les Avengers, ils ne font que s'engueuler. Il y a souvent des petites guéguerres d'ego entre les super-héros et tout. Et je trouve que c'est assez juste parce que, et c'est vrai que concernant les autistes, ça permet aussi de ne pas essentialiser l'autisme. C'est-à-dire, on n'est pas des clones, on n'est pas tous à penser pareil, à avoir les mêmes particularités exactement, les mêmes difficultés et tout. Voilà, on n'est pas la réplique exacte d'une espèce de prototype. On est des personnes, donc avec des personnalités, avec des valeurs différentes. Hein. On n'est pas forcément des petits anges sur terre. On n'est pas non plus des diables, vous voyez. Mais du coup, ça permet aussi d'évoquer cette idée du spectre autistique, de comprendre que c'est pas non plus linéaire, qu'il n'y a pas des autistes légers, des autistes lourds, mais que voilà, ça varie en fonction des personnes, du vécu de la personne, si elle a d'autres troubles associés, etc. Et ça permet de comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes difficultés. Et d'ailleurs, par rapport aux Avengers, je pourrais presque faire un lien avec le TDAH aussi, et je me demande si Hulk, ce serait pas une sorte de référent au TDAH versus impulsif, donc celui qui n'arrive pas à gérer sa colère, parce que voilà, il est débordé par ses émotions, donc ça ce serait Hulk. Et je pense à un autre super-héros, je sais pas si c'est un Avengers ou si c'est un X-Men, c'est Flash. Donc Flash, c'est un super-héros qui va très très vite, et il se déplace tellement vite qu'on ne le voit pas, il se déplace à une vitesse dite supersonique, et lui je pourrais l'associer au TDAH versus versant hyperactif, vous voyez. Voilà.
parce que même dans le TDAH, il y a des difficultés, il y a des différences et des nuances. Donc pour finir, et après je parlerai d'un dernier film, il est beaucoup question dans les films de super-héros de révéler ou pas sa super-identité. Généralement, les super-héros, ils ne révèlent pas leur identité secrète, sauf s'ils y sont contraints, et donc leur super-pouvoir associé, parce que en fait, ça va les rendre vulnérables et ça va les mettre en danger, notamment concernant les méchants, à juste titre, quoi. Et ça, en fait, ça m'évoque très fortement le masking chez les autistes. Le fait que nous non plus, on ne révèle pas notre super identité, on ne révèle pas notre neuroatypie, mais en fait, c'est un peu de la faute de la société qui nous contraint à nous cacher, à nous masquer, à masquer, parce que elle n'accepte pas notre différence et elle ne l'accueille pas de manière bienveillante. Elle peut même nous le faire payer très cher. Donc, à partir du moment où on révèle qu'on est autiste, on peut avoir des réactions très violentes de la part des autres, de rejet, du déni, de l'agressivité, de la sidération, voire d'une admiration aussi excessive et d'une starification. Le super-héros, il paye d'ailleurs un lourd prix à son pouvoir. Comme le dit Spider-Man à un moment dans un film, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Parce qu'en fait, les super-héros, ils portent une charge énorme sur leurs épaules. Celle de protéger toute une société. Et d'ailleurs, ils ont clairement, je pense, le syndrome tous du sauveur, hein, à voir avec un thérapeute. Mais voilà, il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là. Et la relation qu'ils tissent avec cette société, qui les protège, en même temps, elle est très ambivalente. Parce que la société les rejette. Et en même temps, elle a besoin d'eux. La société les admire, mais en même temps, elle peut se retourner très facilement contre eux. Elle peut aussi les utiliser à son propre profit. Donc on le voit par exemple avec le personnage du rédacteur en chef dans Spider-Man, qui est un personnage assez rigolo je trouve, mais qui est clairement cynique et antipathique et qui en fait veut profiter de la notoriété de Spider-Man pour vendre ses journaux, mais qui n'hésite pas non plus à le décrédibiliser à la moindre occasion. Voilà. On peut aussi évoquer, pour finir, donc ce dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Indestructibles et que je trouve très bien fait sur les super-héros. Il y a notamment la question au début, un incident qui se produit. Donc au début, les super-héros sont acceptés dans la société, ils vivent en harmonie avec les autres, donc les neuroatypiques vivent avec les neurotypiques. Et il y a un incident, en fait, c'est un super-héros, le personnage principal, il sauve un homme qui ne veut pas être secouru. Et plus tard, cet homme va donc l'attaquer en justice, ce qui va ensuite entraîner une réaction en chaîne et les super-héros vont finir par vivre dans l'ombre. Donc on voit que c'est compliqué ensuite quand ils doivent s'adapter et se fondre dans la masse. Pour les super-héros, c'est compliqué pour eux de s'adapter au code de la société, en plus de la société américaine. Donc là, le personnage principal, on voit qu'il a du mal à maîtriser sa force au travail, il a du mal à faire bêtement ce qu'on lui demande, il a tendance à chercher à trop aider les autres, ce qui ne plaît pas du tout à son supérieur, il a du mal avec les codes qu'il ne comprend pas, il a du mal avec l'autorité, la hiérarchie, et il va donc traverser une sorte de crise de la quarantaine, mais une crise de la quarantaine de super-héros, voilà, c'est assez bien fait je trouve. Et dernier détail intéressant dans ce dessin animé, c'est le fait que ce soit une famille entière de super-héros. Donc les enfants de cette famille ont aussi des super pouvoirs, ce qui selon moi illustre très bien l'importance de la génétique dans la neuroatypie et dans les différents fonctionnements neurodéveloppementaux. J'ai pas non plus parlé des méchants. Bon, le personnage du méchant, il est intéressant parce qu'en fait d'un côté c'est très manichéen et en même temps on peut se demander si certains méchants ne seraient pas aussi eux-mêmes neuroatypiques, donc autistes, mais n'auraient pas, ils n'auraient pas les mêmes valeurs et ils seraient plus dans la rancœur, dans un tel mal-être que du coup ils s'en prendraient à d'autres super-héros qui eux sont plus alignés dans leurs valeurs. Et il y a un personnage que j'aime beaucoup aussi, c'est pas vraiment un neuroatypique, mais c'est le Joker. J'aime beaucoup le dernier film qui a été fait à son sujet. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo qui traitera plus de la maladie mentale, mais je trouve que c'est un personnage hyper intéressant, enfin en tout cas la manière dont le film en parle, parce qu'il en parle vraiment comme si là c'était vraiment
la société qui crée le monstre. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça évoque aussi la mise en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on n'est pas handicapé de fait puisque ce sont nos particularités, même si je veux pas non plus minimiser ou nier nos difficultés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous handicape le plus, c'est pas nos particularités. Selon moi, c'est aussi le fait qu'on est rejeté, qu'on est exclu dans cette société. Et donc dans le Joker, on voit clairement que il arrive tellement pas à trouver sa place qu'il finit voilà par devenir méchant, quoi, tout simplement. Et je trouve qu'il y a aussi une façon très juste de parler de la maladie mentale qui n'est pas stigmatisante, contrairement à beaucoup de films et de pièces de théâtre que j'ai pu voir. Voilà, c'est tout pour le sujet pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.